11 ans cette console, et toujours la banane, toujours debout. Je vais pas répéter tout ce que j'en disais l'an dernier pour ma vidéo des 10 ans, mais waouh, c'est presque inédit une telle durée de vie pour une console de salon. Rien qu'au cours des 12 derniers mois, on a eu des bêtes de jeux. J'aurais largement de quoi faire un top 10 PS4 seulement pour l'année 2024. Pourtant, je vous avoue que c'est pas la console à laquelle j'ai le plus joué cette année. J'ai une Series X, donc quand il y a un blockbuster, forcément, je privilégie la version 60 FPS. Et pour tout ce qui est jeux japonais, un peu niche, qui sortent pas sur Xbox, j'ai tendance à me diriger vers la version Switch. Les titres qui brillent pas pour leur technique, je me dis autant avoir l'option de pouvoir en plus y jouer en portable. Et puis j'aime bien les petites cartouches Switch. Mais à chaque fois que l'occasion se présente de rejouer à la PS4, que ça soit grâce aux jeux récents du PS Plus Extra, ou parce qu'il y a des démos gratuites qui arrivent sur le store, ça me fait toujours plaisir de rallumer la console. Mon kiff quand il y a une démo, c'est de télécharger la version Switch et la version PS4 pour les comparer. Et c'est marrant parce qu'elle est beaucoup moins à la ramasse qu'on pourrait le penser pour une vieille console de 11 ans. Dernièrement, je jouais beaucoup à la Switch, pour toutes ces aventures qui viennent du Japon, et quand j'enchaîne avec ma PS4 et que sur ma télé, je vois le même jeu dans une meilleure résolution, des textures plus fines, le tout avec un meilleur framerate, je me dis que je goûte déjà un peu à la Switch 2. En mode salon, c'est à peu près à ça que ça va ressembler, vu que ça m'étonnerait qu'on ait une Switch avec des perfs d'une PS5. Donc en théorie, si des jeux sont conçus autour de la nouvelle Switch, techniquement, ils devraient pas être compliqués à porter sur une PS4. Et qui sait, je serai peut-être encore là dans 5 ans pour lui rendre hommage en 2030, parce qu'elle continue d'accueillir des jeux. Mais s'il y a personne pour acheter ces versions PS4, comme c'est souvent mon cas, il n'y a pas de raison qu'elle fasse long feu. On voit déjà qu'il y a de moins en moins de versions physiques PS4 en magasin, alors que ces mêmes jeux sortent bien en boîte sur la 5. C'est que c'est pas juste une question de puissance. Les joueurs aiment renouveler leur équipement. Dans les prochaines années, de plus en plus de gens risquent d'opter pour une Switch, une PS5 ou même un PC. Donc si les éditeurs voient que la PS4 représente plus que 3% des ventes, il y a moyen qu'ils laissent tomber. Mais on n'y est pas encore. Il y a toujours plein de joueurs dessus, alors continuons de célébrer l'arrivée cette année de Romancing Saga 2, Visions of Mana, Metaphor Refantasio, Unicorn Overlord, Yakuza 8 ou même le DLC d'Elden Ring. En fait, je note surtout des RPG sur cette console en 2024, mais c'est parce que c'est mon style de prédilection. Il y a aussi eu des bonnes surprises, comme Star Wars Jedi Survivor, qui a débarqué sur Old Gen après avoir été une exclue Series et PS5 l'an dernier, mais on avait également plein de jeux au scope plus restreint. Kunitsugami, Balatro, Braid ou Prince of Persia. Bref, elle manque pas de quoi manger, même si Astrobot lui est passé sous le nez. La PS4, c'est une console que j'apprécie aujourd'hui pour son aspect presque minimaliste. Elle est très compacte dans sa version slim, elle est pas chère, de moins en moins recherchée, mais en termes de catalogue, c'est un des meilleurs rapports quantité, qualité, prix du gaming. Mes vidéos hommages, c'est l'occasion de remettre en avant des anciennes consoles, mais aussi des anciennes vidéos dont je trouve les propos encore pertinents et ça évite que j'ai à me paraphraser à l'infini. Je vous ai préparé une sélection de vidéos qui datent un peu, donc il y a de grandes chances que vous les ayez jamais vues. À commencer par celle-ci, où je vous explique que la PS4 est une meilleure Wii U que la Wii U. Quand la Switch est sortie, beaucoup disaient c'est la version aboutie de la Wii U. Mais pas du tout, les deux n'ont rien à voir. Alors que la PS4, elle, je trouve que c'est une meilleure Wii U que la Wii U. La Wii U, c'est quoi? C'est un écran sur ta manette qui te permet d'avoir deux affichages différents, l'un sur ta télé et l'autre sur ta tablette. Ce gameplay asymétrique te permet plein de choses. Comme avoir la carte, le menu, et si pour vous le futur du jeu vidéo ça rime avec Star Fox Zero et Zombie U, je peux plus rien pour vous. Non, ce qui est cool avec la Wii U, c'est ce gameplay asymétrique quand tu joues à plusieurs. Toi, tu vois des choses sur l'écran que les autres ne voient pas et tu peux interagir et les embêter. Mais Sony a fait encore mieux avec le PSVR. Tu télécharges Playroom et en fait, tu vois des choses que les autres ne voient pas, mais tu vois pas non plus ce que les autres voient vu que tu as un casque sur la tête. Avec le PSVR, t'as plein de petits mini-jeux trop bien pensés qui vont bien plus loin que ce que proposait la Wii U. Mais allons plus loin, et si tout le monde avait un gameplay asymétrique avec un écran dans ses mains. Alors Sony sont pas les seuls à le proposer, mais en tout cas la Wii U le propose pas. Tu peux jouer à des jeux comme Jackbox Party, comme Knowledge is Power, comme Know Your Words, avec ton téléphone en guise de manette. Plus besoin de s'embêter à acheter 4 DualShock, tout le monde a un téléphone et ça permet des possibilités infinies de gameplay. Je pense que mes plus beaux souvenirs multijoueurs c'était sur Jackbox Party parce que sur ton téléphone tu peux piéger les autres avec des infos que les autres n'ont pas. Et pour d'autres tout ça n'a aucun sens vu qu'ils n'ont pas d'amis. La Wii U c'est intéressant parce que ça permet de jouer en mode portable tant que tu restes dans ta maison
à des jeux puisque tu peux les streamer directement sur l'écran. À toi les joies de Wind Waker HD, de Mario Kart 8, où tu veux dans ta maison. Mais Sony le fait aussi avec sa Vita, avec le Remote Play des jeux PS4 sur PS Vita, bien avant l'invention du PlayStation Portal. En plus, par rapport au Wii U Gamepad, selon moi, c'est bien plus agréable à porter, elle est moins lourde, il y a un écran HD de bien meilleure qualité, et les jeux sont globalement plus aboutis. Jouer à Dragon Quest 11 ou Shadow of the Colossus sur la Vita, mais waouh, c'est la régalade. Bon, bien sûr, c'est toujours mieux sur une télé, mais en tout cas, si tu veux jouer en mode portable chez toi, la Vita fait les choses encore mieux que le Gamepad de la Wii U. Bon, mon but c'est pas d'enfoncer la Wii U parce que c'est une console que j'aime bien quand même, mais je trouvais ça marrant de me dire que quand Nintendo avait beaucoup de succès avec ses consoles portables, bah Sony a lancé sa console portable aussi. Quand Nintendo avait beaucoup de succès avec le motion gaming, Sony a sorti le PlayStation Move. Et quand Nintendo a eu un succès mitigé avec la Wii U, oh bah Sony s'en foutait, ils y sont quand même allés. Et c'est pour ça que je trouve que dans tout ce que la Wii U a essayé d'accomplir en tant que console, bah la PlayStation 4 l'a détrôné. Faut juste acheter plusieurs accessoires, donc ça coûte plus cher. Mais globalement, les prix baissent pas mal avec les futures générations qui arrivent. Donc si vous avez déjà une PlayStation 4, bah jetez un œil du côté des accessoires ou consoles qui valent le coup et qui finalement se combinent bien avec votre console. Mais même sans tous ces accessoires rigolos, une simple PS4 avec une manette c'était suffisant pour passer du bon temps. J'enchaîne donc avec un top 10 de mes exclus préférés dessus, que j'ai créé juste avant la sortie de la PS5. J'étais loin de me douter qu'on aurait encore autant de nouvelles sorties en 2021, 22, 23, 24, 25. Dans ma tête, c'était une façon d'enterrer l'ancienne génération et de passer le flambeau. Numéro 10, Shenmue 3. On commence original, hein? Non, je rigole. Wipeout Omega Collection. Non, je rigole. J'ai vraiment mis Shenmue 3 en 10ème place. Il a ses lourdeurs, c'est vrai, mais c'est très dépaysant comme jeu. Et si tu kiffes les deux premiers, c'est sympa de continuer la saga. Et je dis bien si tu kiffes au présent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui n'y ont pas joué depuis 20 ans, qui ont déjà oublié ce que c'était Shenmue 1 et 2. Ça avait les mêmes défauts, hein. Mais si t'es un vrai fan, le 3 est dans la lignée des précédents et devrait quand même te plaire. Numéro 9, Ratchet & Clank. Dans ma tête, les Ratchet & Clank c'était des jeux assez répétitifs parce que beaucoup trop orientés beat'em all avec des vagues interminables d'ennemis à vaincre. Mais en fait, celui-là, il est cool. Il est somptueux, il a un bon rythme et les combats sont moins chiants qu'ils n'y paraissent. Ça manque de passage de plateforme par contre, c'est vrai. Mais il a des bonnes petites touches d'humour. À lui seul, il me donne envie de m'intéresser au prochain épisode sur PS5. Numéro 8, D3 Become Human. J'ai tellement pas accroché aux autres jeux de Quantic Dream, mais celui-là je le trouve bien au-dessus. Les choix et les embranchements qui en découlent dans le scénar sont cool et bien impliquants. Le gameplay c'est pas la folie, mais je l'ai fait avec quelqu'un de casu qui a pas trop l'habitude du gaming. Et c'était une très bonne expérience à découvrir à deux, puisque tu peux débattre des choix moraux de chacun après chaque chapitre. Je sais pas si je l'aurais mis dans le top si j'y avais joué tout seul. Comme quoi la perception d'un jeu peut vraiment changer en fonction de quand tu y joues et dans quelles conditions. Ah, bah tiens, il existe justement une vidéo sur YouTube à ce sujet. Jouer à un jeu au bon moment. Numéro 7, Yakuza Kiwami. Première fois que j'y ai joué, j'ai arrêté au bout d'1 heure, et quand j'ai réessayé 1 an plus tard, je l'ai fait d'une traite. Très bonne ambiance, excellent scénar, plein de choses à faire. Si vous regrettez ce qui est devenu Shenmue, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur la série des Yakuza. C'est un style unique en son genre, entre action-aventure, beat'em all et GTA avec une grosse emphase sur l'histoire. Il y a plein d'épisodes donc on sait pas trop où commencer, mais Kiwami c'est le remake du 1, donc c'est un bon point de départ. C'est d'ailleurs le seul auquel j'ai joué, mais il paraît que le Yakuza 0 est pas mal aussi pour se lancer. Numéro 6, The Last Guardian. Il serait sorti tranquillement sans que les journalistes n'en fassent un tel foin sur son absence à chaque E3, il serait devenu culte presque au même titre qu'un Shadow of the Colossus. Mais vu que les gens l'ont attendu une éternité, ils ont mis leurs attentes beaucoup trop hautes. Moi par contre, qui m'attendais un jeu moyen, je l'ai trouvé génial. Un niveau de coopération jamais vu dans un jeu. En plus, la bête est incroyablement animée, et son comportement est super crédible, on s'y croit vraiment. Il y a des moments magnifiques dans la mise en scène, alors à moins que vous ayez une PS4 juste pour FIFA et Call of Duty, si vous êtes un passionné de jeux vidéo, c'est un des jeux à essayer absolument sur la console. Numéro 5, Uncharted 4. Ce style de jeu me parle pas du tout. J'ai d'ailleurs accroché à aucun Uncharted de la PS3 et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais alors celui-là, il est tellement intelligemment conçu que même si t'es pas fan de jeux de tir à la troisième personne, il peut te captiver pour sa plateforme, ses graphismes, son histoire et son rythme. Et j'insiste, il est trop bien rythmé. Et c'est rare pour un jeu pareil. Bon, sauf vers la fin, il y a trop de gunfight à mon goût. Mais à part ça, je me suis surpris à remonter la série dans mon estime. En plus, les doublages et les dialogues FR sont moins agaçants que dans les précédents.
Numéro 4, Dragon Quest 11, mon péché mignon. Je l'avais mis aussi dans mon top 10 de la décennie, et j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut ici, mais je veux pas me laisser aveugler par le fait que je kiffe trop l'ambiance des Dragon Quest. 4ème place, c'est déjà pas mal. Après, faut kiffer les RPG classiques. Mais alors, dans le classicisme, il est tellement bien fait. Tout a l'air très simple de prime abord, à commencer par le scénar et les combats, mais les deux sont finalement plus complexes et profonds qu'on pourrait le croire. C'est un Dragon Quest addictif et plaisant, et sûrement le meilleur de la série. Numéro 3, Shadow of the Colossus. Grandiose celui-là. Je vous entends venir... ouais, mais c'est un jeu PS2, pas PS4. Ouais, ok. Mais alors, il est tellement mieux que sur PS2, il y a un vrai intérêt à le reparcourir. C'est plus qu'un remaster comme le dit son nom. C'est un remake. On dirait un vrai jeu PS4 et un très beau, surtout en 60 FPS sur PS4 Pro. Il y a peu de jeux aussi épiques. Mais c'est parce que j'adore combattre ces gros colosses. Déjà dans la vraie vie, je kiffe les gros trucs. Les gros immeubles, les gros ponts, les gros... Numéro 2, God of War. Pour moi, c'est l'accomplissement de ce qu'on peut faire de plus ouf techniquement sur la console. Il y a des gros trucs là aussi, et la mise en scène est folle. Ma seule crainte, c'est qu'il perde en intérêt une fois que la PS5 fera des choses bien plus impressionnantes, et ça me fait dire que c'est surtout pour ses graphismes que je le kiffe. Alors, n'attendez plus, et jouez-y maintenant. Tu peux tuer un truc aussi gros? Numéro 1, Bloodborne. D'un côté, il m'a marqué parce que c'est le premier jeu que j'ai trouvé très bon sur ma PS4. Avant ça, il n'y avait rien. Et aujourd'hui encore, sans être une prouesse graphique, il a du style visuellement. Et il est trop fun à jouer. Le gameplay précis, le level design, le challenge, c'est le jeu sur lequel je m'amuse le plus sur la console. Et encore aujourd'hui, je me relance des parties de temps en temps, en testant d'autres types de persos et d'armes. Par contre, je conçois que si vous n'êtes pas patient et en dehors de la hype de la sortie, vous aurez peut-être pas envie de vous y investir tant que ça, et vous le lâcherez vite. Mais je vous souhaite vraiment que ça prenne en vous, parce qu'il vaut le coup. Surtout à 5 balles. Vous avez vu, j'ai pas mis des jeux de 2020 comme Persona 5 Royal ou FF7 Remake. Parce que vous le savez, je joue aux jeux en décalé pour pas les payer cher. Pour avoir des versions plus optimisées. Et parce que je suis pas pressé, donc je testerai ça que l'an prochain. Je l'ai déjà dit dans l'intro, mais la PS4 est géniale. Et c'est marrant, mais la Switch m'a permis de redécouvrir à quel point c'était le cas. Quand je suis passé de la PS3 à la PS4, j'ai vu l'évolution technique. Puis, en passant sur la Switch, mes yeux se sont comme réhabitués au graphisme de l'ère 360. Donc quand de nouvelles exclus sont sorties et que j'ai dû rebrancher ma PlayStation 4, je me suis repris une de ces claques graphiques dans la gueule l'an dernier. Les jeux sont encore super beaux, je suis clairement pas encore prêt pour la next-gen. Avec du recul, mon regret c'est de pas avoir mis Dragon Quest 11 en 2ème position. Mais vu que c'était un top orienté exclusivité PS4 et qu'on commençait à voir arriver le jeu chez la concurrence, j'ai préféré opter pour un podium exclusivement Sony. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai intégré aucun jeu PSVR, alors que c'est aussi un des gros intérêts de la PS4, même si je vous rappelle qu'on peut brancher un PSVR 1 sur la PS5, grâce à un adaptateur, et que ça peut être encore assez utile vu que le PSVR 2 n'est pas rétro-compatible avec les jeux du premier casque. Donc on enchaîne avec un nouveau top 10, mais VR cette fois-ci. En 10ème position, on commence doucement avec un jeu que tout le monde peut apprécier, peu importe leur tolérance à la nausée. Oui, c'est un vrai truc ça. La VR c'est bien beau, mais il y a plein de joueurs pourtant curieux, pour lesquels c'est juste impossible de jouer à cause du décalage entre l'image et leur oreille interne. En revanche, c'est pas Tetris Effect qui vous fera vomir. C'est très doux et très sympa. En soi, même sans casque c'est cool, mais dans un jeu qui repose autant sur son ambiance et le flow des parties, avoir un casque et des écouteurs, ça aide à mieux s'isoler, en coupant les distractions extérieures. C'est presque de la méditation en fait. Donc si on te fait tester au milieu de la journée dans une expo, tu vas peut-être pas trouver ce qu'on lui trouve, mais tout seul, un soir dans le noir, c'est une autre histoire. Neuvième, Trackmania Turbo. Il possède un mode VR avec des tracés à part. La conduite est agréable, c'est très plaisant visuellement, et ça ne fout pas la gerbe non plus. Contrairement à la Wipeout Omega Collection, qui est très immersive, mais bordel, c'est une torture pour moi comment ça bouge dans tous les sens. Dans Trackmania, pour un jeu de course, il a fait des choix visuels qui payent pas de mine comme ça sur une vidéo YouTube, mais dans la pratique, ça marche très bien. Surtout quand il y a des chutes, des longs sauts ou des loopings. Et sinon, c'est du time attack ultra addictif. 8. Thumper, un jeu de rythme d'une puissance. Comme tous les jeux que j'ai cités jusque-là, c'est un bon jeu avant même d'être un bon jeu VR. Alors forcément, c'est un peu de la triche. Mais vous imaginez bien qu'un jeu musical avec une présentation visuelle pareille, on gagne quelque chose à renforcer l'immersion.
C'est une sorte de die and retry intransigeant, avec beaucoup de challenges, mais ça colle bien à son univers. C'est un jeu qui apporte quelque chose d'original dans sa proposition rythmique, alors ça m'a plu. 7. No Man's Skies Beyond. Je vous entendais vous plaindre qu'il n'y avait toujours pas de gros jeux solo. Vous pouvez y jouer à la manette, mais là j'aimerais aborder la question des PlayStation Move. Ces Wiimote-like de l'ère PS3, recyclés pour la VR, sont trop bien exploités dans ce jeu. Je me suis pris une de ces claques avec l'interface. C'est pas juste un pointeur comme la Wii, non. Pivoter tes bras a un effet. J'ai jamais navigué dans des menus de cette façon. Donc il y avait un temps d'adaptation, mais waouh, quelle maîtrise! Ça, c'est la réinvention du gameplay que j'attendais avec une nouvelle façon de jouer comme la VR. Seulement, même si c'est super ingénieux, c'est aussi super fatigant à terme de devoir lever les bras pour ouvrir un menu. Un jeu qui nécessite de nombreuses heures d'investissement marche en fait mieux qu'aller sur le fond de ton canapé avec une manette traditionnelle sur les genoux. Passé la découverte des contrôles, j'ai une de ces flemmes de lancer, la même flemme que pour aller faire du sport. Puis c'est du loot à foison, faut aimer ça. Donc No Man's Sky, je suis partagé. Il m'a fait réaliser les faiblesses de la réalité virtuelle, la faiblesse de la résolution du PSVR qui rend certains textes presque illisibles, mais en lui-même, il est trop stylé à explorer dès lors que tu montes dans ton vaisseau. Tu quittes ta planète et que tu navigues entre les astéroïdes. Niveau texture, on se croirait sur PS2, mais il te fait te sentir tout petit à côté des objets gigantesques que tu vas croiser dans l'espace. Et c'est très impressionnant quand t'es dedans. Mais j'y joue plus pour la contemplation que pour le gameplay. C'est le jeu qui m'a fait réaliser que, même quand c'est bien fait, les gros jeux solo engageants, c'est juste pas fait pour la VR. Donc on va faire un tour du côté du multijoueur. The Playroom VR, c'est gratuit. Et c'est fou. On pense pas nécessairement au multi quand on parle de s'isoler avec un casque et des écouteurs. Et pourtant, ça peut faire naître plein de nouvelles idées de gameplay asymétrique. Donc c'est bourré de bonnes idées dans les mini-jeux multi que propose The Playroom VR. Et même si t'as pas d'amis, il y a des expériences solo. Moss aussi c'est du solo. J'avais testé la démo et je m'étais vite ennuyé. Puis quand ils ont offert le jeu complet sur le PS Plus, j'ai retenté et là rien à voir, j'étais à fond dedans. Comme quoi, jouer à un même jeu à un moment différent. C'est pour ça que les critiques ça a ses limites. Donc gardez en tête qu'il y a peut-être des jeux que vous considérerez comme des merveilles et que pourtant j'ai pas cité. Donc je vous encourage vivement à partager votre propre top 10 dans les commentaires. Le reste des viewers et moi lirons ça avec plaisir. Moss, c'est un action platformer énigme, bien produit, avec beaucoup de style. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, il y a des choses plutôt classiques, mais c'est agréable à jouer et très adapté à la virtual reality. Il a eu une suite l'an dernier que j'ai pas testé, mais qui est dans la même veine il paraît. Moss Book 2. C'est peut-être la dernière grosse production sur le PSVR 1, donc symboliquement, c'est pas rien. 4. Super Hot VR. On attaque les classiques, mais si autant de gens en parlent, c'est pas pour rien. C'est l'exemple typique du jeu qui marcherait pas sans la VR. Quoi? Mais Super Hot, c'est pas un jeu VR à la base? Ah oui, mais c'est un autre jeu, et c'est juste tellement naturel d'y jouer avec les PlayStation Move pour attraper les objets à la volée. Graphiquement c'est très épuré, donc c'est facile à comprendre et à prendre en main. Et c'est un vrai jeu vidéo, avec de l'enjeu et du challenge, ce qui est assez rare en VR. 3. PlayStation VR Worlds. C'est le meilleur disque pour découvrir le monde de la réalité virtuelle. Si vous deviez choper un seul jeu pour commencer, ça serait lui que je vous conseillerais. En plus du très gratuit Playroom VR. Parce qu'en termes de qualité de production, on est loin des petits jeux indés qui occupent généralement la sphère VR. Et PlayStation VR Worlds, sans proposer une aventure complète, il offre 5 expériences différentes dans des styles variés qui vous permettront de rapidement découvrir ce qui marche avec vous ou non. Forcément, il y a des mini-jeux qui vous plairont moins que d'autres, mais c'est assez exhaustif pour que vous trouviez quelque chose à votre goût. Puis c'est le jeu idéal à sortir quand tu veux faire tester la VR à des potes ou tes parents. Entre les expériences contemplatives dans les profondeurs sous-marines, les descentes en luge au milieu des voitures, ou le très réussi London Heist, qui est un mini-jeu de tir ultra prenant. À la DualShock 4, c'est déjà pas mal, mais avec les 2 PlayStation Move, c'est le truc le plus immersif que j'ai testé sur la machine, je pense. J'en profite pour lâcher quelques mentions honorables. Alors je sais que généralement on fait ça avant le numéro 1 ou après le numéro 1,
pas avant le numéro 2, mais vu que je parlais du jeu de tir dans PlayStation VR Worlds, je peux citer Blood and Truth, qui est en fait un jeu complet basé sur cette démo. Pour beaucoup, c'est peut-être même la meilleure exclue PSVR. Mais moi, le tir, c'est à petite dose. Faire ça plusieurs heures, ça me fatigue. Et c'est le cas des gros jeux solo dans leur ensemble. Skyrim VR, c'est super, dans l'idée. Mais pour moi, c'est la même problématique que pour No Man's Sky. Un jeu pareil, je le préfère sur une télé. C'est pas comme les jeux de course ou les jeux de rythme qui sont plus adaptés à des petites sessions tout de suite fun. Comme mon numéro 2, Beat Saber. C'est trop plaisant, à tous les niveaux. Déjà que je suis fan de jeux de rythme, les sabres, ça apporte un élément différenciant qui lui permet d'être unique dans le genre. Le déplacement des sabres est hyper fluide, l'impact des cubes que tu frappes est bien rendu, et le tout accompagne trop bien la musique. Tu rentres dans une euphorie quand t'es sur une série sans aucune faute. En plus, il y a un mode solo avec des défis variés, donc au-delà du scoring, il y a de quoi s'occuper. Même si c'est pas le genre de musique que t'écoutes, là elles ont parfaitement leur place. Et enfin, le tout meilleur jeu VR du monde, Astro Bot Rescue Mission. Franchement, si on met Mario de côté, les jeux de plateforme 3D ont plus trop la cote. Ils sont devenus rares, et le peu qui sortent ne rivalisent généralement pas avec l'excellence de Nintendo en la matière. Mais c'est pas le cas d'Astrobot. C'est tellement génial que j'avais l'impression de jouer à un jeu first party Nintendo. Dans le level design, les boss, la jouabilité, l'utilisation du relief, c'est du très haut niveau. Il est bourré de surprises au fur et à mesure que t'avances, et il sait renouveler ses idées pour te surprendre. C'est de loin ma plus grosse claque en VR. Vivement une suite. Je l'avais pas mis dans mon top 10 des jeux PS4 parce que j'avais décidé de citer aucun jeu VR, mais si on enlève cette restriction, Astrobot, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé sur ma PS4, tout jeu confondu. Bon après faut aimer les jeux de plateforme. La dernière mention honorable que je peux faire, c'est Resident Evil 7. Dans son genre, il est excellent. Il est envoûtant, complet, et c'est un vrai jeu AAA fait pour la VR. Mais c'est trop flippant pour moi. Pourtant j'ai pas trop peur dans les jeux d'horreur, mais en VR je suis juste trop dedans et c'est terrifiant de pas savoir ce qui m'attend à chaque tournant. Mais ce qui me terrifie encore plus, c'est de pas savoir ce qui attend la PS4 dans le futur. Au tournant de 2025, je pense que ça va le faire, il y a encore pas mal de jeux annoncés, mais si maintenant les devs doivent optimiser une version de leur jeu sur PS5 Pro, PS5, et qu'en plus t'as la PS4 Pro et la PS4, ça va commencer à faire du taf. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce qu'il restera de la matière pour vous faire un hommage à la PS4 en 2026 ?